Moi, j'en ai pas de beef avec Linus. Je pense que sa personnalité est vraiment unique. Et dans une ligue où on demande pour des personnalités uniques, des personnalités spéciales, je fais pas trop de plaintes avec Linus et son comportement. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, en compagnie aujourd'hui de Stu Sabourin et JP Fortin. Messieurs, considérez-vous officiellement bienvenue dans la bataille de l'Ontario. Ah boy! Bonsoir, messieurs. Ça, Aboy, pour ceux qui viennent pas du Saguenay, c'est Attaboy, mais version Saguenay. Donc, c'est juste pour faire la traduction, ça, c'est important. OK, Stu, tu le savais, ça. Oui, ça... Hey, en passant, on n'a jamais fait notre c'est le seul que j'aurais pu avoir. Non. On va remettre ça à l'année prochaine. Jamais. Normalement, on remet Jamais, les séries jamais. à l'année prochaine. Là, on va remettre notre petit segment Expression du Saguenay à l'année prochaine. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, Blue Sky, un peu partout à La Brigade Pod. Et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. JP Fortin, t'allais dire quelque chose. Oui, j'aimerais ça que Pascal, je sais que tu viens de Jonquière, là, Oui. mais que quand tu utilises Non, c'est pas Saglac, c'est long. Saguenay, Lac-Saint-Jean, Ouais. là, Saguenay, ça me frise les oreilles. Merci. Aïe. Moi, c'est Saglac. C'est Saglac qu'il faut dire. C'est la façon la plus short and Ou sweet. juste Lac-Saint-Jean, ça me Déjà, tu fais pas de compromis. OK, tu fasses des compromis dans la vie. Puis d'ailleurs, on est en train de découvrir que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean abrite de plus en plus de partisans des sénateurs. À tout bout de champ, on reçoit des nouveaux messages sur X ou par message privé. « Hey, moi, je suis un partisan des sénateurs aussi. Je suis au Saguenay, je suis au Lac-Saint-Jean. Je suis un peu... » Puis là, on est comme « Oui, on vous êtes rendu combien? Là? » Je pensais qu'il y avait juste mon père puis JP Fortin qui prenait pour... Fait que là, JP, tu es en train de travailler tranquillement pour essayer de faire un petit meet-up de monde du Saglac, faire un petit watch party ou quelque chose du genre. Ouais, sans officialiser le tout. Mais... J'ai parlé avec mon boy de Kick FM, Martin Thomas Côté, pour peut-être organiser un meet-up avec les fans des Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et de rencontrer dans un bar et écouter un des matchs. Est-ce que ça va se faire? On est en train de regarder ça cool. Tous les deux. Là. Écoute, après un match, tu nous appelles de là-bas, vous êtes tous en train de virer fou parce que ça serait malade. Ça serait complètement malade. C'est très fun. D'ailleurs, je tiens à dire bravo à la Brigade qui, malgré un débat des chefs, contrairement aux Canadiens, on n'a pas essayé de changer l'heure du débat des chefs. On n'a pas essayé de changer l'heure de notre enregistrement ou quoi que ce soit. Non. On a enregistré quand même le soir du débat des chefs, comme ça se doit. Donc, félicitations à nous. Écoute, moi, quand Mark Carney voulait utiliser le mot relation et il a dit fellation, c'est là que j'ai su qu'il fallait que je me débranche. Il a dit ça pour vrai, ouais? Ouais. Ah non! Ouais. Je te jure, ça me rendait dans les années de Stephen Harper. Des élections. Il parlait des élections, mais il parlait des élections. Nous allons avoir des élections. Ouais. Êtes-vous tanné des élections spontanées? Oui, c'est un peu gênant, oui, effectivement. Nous allons les élections matinales. c'est comme... OK. Ouais. Écoute, saison terminée. Il reste un match contre la Caroline. On va voir un petit peu plus tard dans l'épisode Jordan McKenzie qui est venu nous jaser. On a parlé des hauts, des bas, tout ce qui s'est passé dans la saison. On avait envie de vous demander aux auditeurs, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? C'est quoi votre plus beau souvenir de la saison? Que ce soit un fait marquant, que ce soit un but, que ce soit une entrevue, que ce soit un des habits de Linus Ullmark, que ce soit Tim Stützle qui se fait raser les cheveux. Ça ressemble à quoi votre moment préféré? On peut commencer par nous autour de la table. Mon plus beau souvenir, en fait, ou mon moment préféré de la saison, c'est pas un match en particulier, mais je pense que si on n'en parle pas, c'est de ne pas soulever l'importance que Leevi Meriläinen a eue sur la saison des Sénateurs d'Ottawa. Et la séquence, quand il est arrivé avec trois jeux blancs en 9 ou 10 parties, ça a sauvé les meubles parce qu'on était désespérés, on n'avait plus de gardien de but. L'équipe était coup-ci coup-ça. On avait 2 ou 3 week-ends avec des back-to-back, les samedis, dimanches. Des fois, moins de 24 heures entre 2 matchs. Et Leevi Meriläinen est arrivé
comme le petit Jésus, le bon Dieu. Puis il est venu, quant à moi, sauver la saison des Sénateurs d'Ottawa. Fait que moi, mon grand highlight de la saison, c'est quand Levi Merilainen, un jeune de 22 ans, est arrivé puis a sauvé les meubles pour la saison. Pour moi, si on est en série, il en est grandement responsable. Puis là, avec la performance de Anton Forsberg au dernier match contre les Blackhawks, les gens sont complètement virés. Là. Échangez-moi ça contre une douzaine de bâtons, ramenez Levi. C'est ça qu'on... Faut pas oublier qu'Anton Forsberg a donné de très bonnes performances cette année aussi, puis il nous a sauvé le cul plus qu'une fois. Oui. Fait que je pense oui, c'est une mauvaise game, mais probablement ça a été sa dernière aussi. Fait que... Ouais. Je pense que la critique vers Forsberg, c'est qu'il y a des matchs A+. Je pense que c'est Nathalie Ross qui avait dit ça. Il y a des matchs A+, puis il y a des matchs moins Z. Mais il y a comme rien entre les deux. Tout est pas mal tout. Il te vole un match avec 52 arrêts. 3 sur 6 tirs. 5 sur 20 tirs. T'es comme, voyons, qu'est-ce qui... Puis tu sais, hier, il y a au moins 3 buts que sa réaction après avoir accordé un but, il était fâché contre lui-même. À la fin du match, un match qui veut rien dire pour personne en passant. Là. Il a slamé son bâton sur la glace, il était en beau calvaire. Ça, c'est une expression qui vient du lac Saint-Jean en passant. En beau calvaire, ben oui. En beau calvaire. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Fait que je pense que c'est ça la critique envers Forsberg, mais je pense que ça enlève rien à ce que Lévi a fait dans ces 10 matchs qui est venu nous aider. De mon côté, moi j'en reviens way back à cet été. Oh! Oui. On a signé comme entraîneur-chef Travis Green. Pour, je dirais, peut-être 85% du monde. Bizarre. Pas fan. Pourquoi? Si. Finalement, on dira ce qu'on voudra. Travis Green a amené une structure, a amené un message avec ce noyau de joueurs-là. Et, ça a fonctionné. Il a tout mis ça ensemble pour faire un 180 degrés avec cette équipe-là. Parce que on a vu de toutes les couleurs avec DJ Smith. Et là, Travis Green a amené un schéma d'équipe qui est favorable à faire un bout de chemin en série éliminatoire, peut-être même causer la surprise, peut-être mettre des doutes dans des grosses formations comme Toronto. Fait que moi, mon highlight de la saison, c'est, et j'aime ça quand parce que moi non plus, je n'étais pas d'accord avec Travis Green. Ouais. Et j'aime ça quand les choses font que tu te prouves, j'avais tort. Ouais, OK. Ouais, exact. Fait que j'avais tort. Puis ça a été au final une très bonne signature et il mérite, selon moi, d'être au minimum dans le top 5 du Jack Adams. Oui. 100%. Je pense qu'il va probablement avoir des votes. Puis j'ai fait un petit segment là-dessus là, dans le local sportif. Puis Yannick Saint-Denis me disait oui, mais tu sais, il y a quelque part, ça fait longtemps qu'on s'attend que les sénateurs soient où ils sont en ce moment. T'sais. Mais tu sais, DJ Smith l'a pas fait. Et lui, il l'a fait. Fait à quelque part, il a réussi à faire ça. Ouais, le monde dit que oui, les sénateurs sont supposés être là depuis 2-3 ans, mais moi, c'est le fait que Travis Green est arrivé dans cette organisation-là et il a fait le 180 degrés avec... Tu peux voir qu'est-ce qu'il a fait avec l'équipe. Ouais, c'est ça. C'est pas juste le résultat, c'est la façon de jouer qui a été transformée complètement. Exact. Oui, ben d'accord. Moi, j'ai 2 choses. J'ai de quoi qui est très, très récent. Puis, j'ai même pas pu écouter le match en direct parce que je jouais au hockey. Je jouais mes premières games de hockey comme joueur et non comme goaler. Puis, je me suis rendu compte que des patins de goaler, des patins de joueur, c'est pas du tout la même chose. Puis, monsieur, il a fallu que je réapprenne à patiner. En tout cas, trêve d'expérience personnelle, mais je pouvais pas écouter le match du Canadien, donc je l'ai enregistré. Puis, quand je suis arrivé, après, j'ai vu que les Sénateurs avaient gagné, je l'ai réécouté au complet. J'ai même pas skippé quand Pierre Wood parlait, j'ai même parce que il avait gagné, fait que là, j'écoute Pierre Wood dans ce temps-là quand les Canadiens perdent. Fait que j'ai tout réécouté, je savais qu'il avait gagné, je célébrais les buts pareil. Puis ça a été une domination, contre le Canadien, ça a été éviter le balayage, puis j'ai perdu beaucoup d'argent, mais gars, c'est un 200$ extrêmement bien investi. J'ai aucune misère avec ça.
Si je retourne un peu plus tôt dans la saison, un des moments que j'ai vraiment aimé, c'est la réunion de la Pizza Line qu'on a faite à Ottawa. Ça a été... Tu sais, parce que je veux dire, les autres années, là, on se rattachait à des petits moments, le but de Timmy en Suède, le slap shot de Ridley Gregg. Tu sais, il fallait se rattacher à des choses un peu plus... on dirait que cette année, il y a eu un petit peu moins de moments comme ça. Peut-être les sénateurs sont un peu moins des highlight reels maintenant, sont plus une équipe business, puis ils jouent le game, puis fait qu'on a peut-être moins de moments comme ça, mais ça vient un peu de l'initiative de Ian Mendes, puis de ce qu'on voit depuis les dernières années, de ramener les joueurs. Puis je pense qu'avec les séries qui arrivent, on va peut-être avoir encore un paquet de surprises de joueurs qui vont venir sonner la fameuse cloche, parce que les trompettes, on sait que c'est complètement fini. Cyril Leader s'est prononcé, il a dit on va pas ramener les trompettes pour les séries. C'est Hell's Bell, la chanson, quand les joueurs embarquent sur la glace, puis on a une grosse cloche qu'on fait sonner. Ça fait partie de notre entertainment. Fait oubliez ça, ça va rester ça. Fait peut-être qu'on va voir encore d'autres joueurs. Mais tout ce rapprochement-là avec ces joueurs-là, en plus qu'on s'en va contre les Maple Leafs, qui fait ramener un paquet de souvenirs de tous ces joueurs-là qui étaient impliqués. Sérieux, j'ai trouvé ça parfait. C'était mon souvenir le plus mémorable, je pense, de la saison. Je ne sais pas, Stu, si on avait des gens qui nous avaient répondu un peu sur les réseaux sociaux. Oui, vraiment, pas mal, en fait. Sur Facebook, on avait Jordan qui nous disait que la remontée des Sens en fin de match contre Boston... Ouais, j'avoue, j'étais là en plus. Ouais, c'était un beau moment, ça. Ouais. C'était effectivement un beau match. On a aussi I Believe in My Sense qui dit « Je crois que l'échange de Cousins était l'un des highlights pour moi de la saison. Selon lui, c'est là que l'équipe a choisi de gagner au lieu de faire plaisir à toute la bande d'amis dans l'équipe. » Puis ça leur aurait vraiment donné un coup de pouce. Pierre Dorion n'aurait jamais fait cet échange. Jamais de la vie. On a Alex qui dit que la séquence de victoire en décembre puis le retour en force au mois de mars pour Timmy. Pour lui, c'est un highlight. On a Stéphane Deschaines aussi qui dit que la prestation de Olivier Miralène quand il est venu en renfort à Linus Ulmark, pour lui, c'était aussi une belle séquence. Puis on a reçu plein d'autres commentaires, mais peut-être un dernier, Frédéric Ouellette, qui lui a fait comme son top 3 dans le fond. Il y avait la victoire contre LA en début de saison, qui était comme une débandade de 8-7, là, un truc qui avait comme... les 48 arrêts de Ulmark contre Détroit, qui ça aussi, effectivement, c'était un très, très, très bon match. Puis la dernière victoire de 3-0 des Sénateurs contre Toronto. Ça a comme mis la table pour les 100%. Toutes des beaux, c'est vrai, toutes des beaux souvenirs qu'on avait peut-être oubliés. Ouais. Good. Les boys, petit segment partenaire. Dernière de la saison, je ne sais pas si j'en ai parlé au début. Dernier épisode de la saison. Dans le dernier épisode, on prenait de la bière parce qu'on chillait, on célébrait la présence en série. On prenait une petite bière relax. Ce soir, on prend une bière encore. C'est la dernière bière du mois avec le 5e baron. C'est notre dernier épisode officiel de l'année. On travaille à faire des épisodes un peu plus live après les matchs en soirée. Est-ce qu'on va être capable de faire à tous les matchs? Peut-être pas, mais on va faire notre possible de toujours essayer de vous présenter un petit quelque chose. Donc, ce soir, on boit la The Gift of Gab, qui est une expression du terroir un peu en anglais, qui veut dire, il me semble que ça a une signification, ça. The Gift of Gab, qui est the ability to speak with eloquence and fluency. Oh! Donc, c'est peut-être que ça va nous aider à être un peu plus éloquent et fluent parce que... Mais j'imagine qu'il ne faut pas que tu en boives trop. C'est une stout irlandaise. Stout irlandaise, est-ce qu'on parle style Guinness dans ce temps-là, Stuart? Je me trompe-tu? Ça peut ressembler un peu à ça. 4,5% d'alcool. J'ai le petit texte ici. La signature olfactive classique des stouts irlandaises se retrouve tout de suite dans cette interprétation café, chocolat, un peu de cacao. En bouche, la bière est mince et légèrement gazéifiée. Le goût de la torréfaction café domine largement, laissant ensuite place à un chocolat amer. L'utilisation des houblons anglais apporte également une petite touche florale et terreuse. L'amertume et la faible densité finale nous donnent vraiment l'impression de finir sur une gorgée de café. Stu, j'ai l'impression que ça va être dans tes cordes, ça. J'ai l'impression que... Ah, ça, c'est de loin, mais presque. Essayons ça. 4,5% pour une stout, je suis un peu surpris. Probablement parce que je connais rien. Ça, je peux remplacer ça. Je peux remplacer mon café du matin par ça, moi, sans problème. OK. En plus, t'as même pas besoin de faire ton petit design là, dans ton petit café que tu fais. Là. Ça, c'est vrai. Tu sais, c'est pas agressif. Non, comme du tout. Tu sais, là. Il y a un peu d'amertume, mais rien de trop agressif. C'est comme super balancé. C'est vrai que c'est chocolat. C'est très chocolat et café.
Mais pas, Ouais, 100%. c'est comme tu dis, pas agressif. Oui. Je suis capable d'en prendre. Parce que moi je peux pas prendre juste une gorgée. Une bière, c'est 1, 2, 3, 4. Puis là, je la dépose. Oui. Ben, puis souvent, c'est ça que quand on parle de stout, quelqu'un va dire Guinness, mais la Guinness, c'est quasiment de la C'est mélasse. Fait que C'est c'est ça. tough à boire comme ça. Alors que celle-ci, non. C'est pas le cas. Non, mais c'est délicieux. À la vôtre, messieurs, Yes. à la bataille de l'Ontario, officiellement. On peut-tu juste apprécier que Brady Tkachuk va être dans les médias de Toronto à chaque jour pendant 2 semaines. Ouais. Pendant 2 semaines, Absolument. Brady Tkachuk va être dans le face. Il va être le sujet numéro 1 de discussion. Père gang, là, peu importe. On parlait avec Julian tantôt à quel point Matthew et Brady ont ouvert un peu crossover dans les autres sports. Y a-t-il un plus gros podcast que les frères Kelsey, puis un plus gros sport que le football américain? Les deux étaient à ce podcast-là. Là, maintenant, Brady va être complètement malade avec Toronto. J'ai aimé que Julian a parlé, parce que là, on se demande ça va être qui le X-Factor. On pense Brady, given. Tout le monde dit Brady, ça va être officiel, ça va être un X-Factor. Puis sa réponse de son deuxième de Hallmark, je trouvais ça intéressant aussi. C'est intéressant parce que toi, Pascal, c'est ton point d'interrogation. Oui, parce que par ses performances dans le passé. Je peux pas faire fi de ça complètement. Par contre, j'aime qu'il ait été reposé en fin de l'année. Ça, j'aime bien ça. Il n'est pas arrivé en essayant de sauver l'équipe, un peu comme Montembeault est en train de faire à Montréal, de tenir l'équipe sur ses épaules, puis la sauver, puis d'arriver brûlé. Fait que ça me rassure un peu. Mais les gros réflecteurs, la grosse pression de Toronto. OK, Boston, il a connu Boston, puis il est pas. Mais c'était un filet partagé encore, puis il n'a pas eu de gros succès. Mais, gars, moi, bénéfice du doute, je pars quand même avec une feuille blanche, puis on évaluera après le premier match. Y a-t-il d'autres joueurs que vous voyez que vous vous dites, lui va faire la différence? On parle toujours du jeu. En série, c'est un jeu spécial. C'est un jeu différent dans la saison régulière. Moi, je pense que le trio Amadio, Greg et Pinto peuvent avoir Quel trio? Un très gros enjeu sur cette série-là. Si Travis Green, personnellement, je mettrais ce trio-là contre Austin Matthews. Oui, hein? Tu y vas pas, pas ligne sur ligne. Non. Si, non. Parce que dans le fond, moi, je vois un peu un comparatif avec à l'époque, là, quand le Canadien avait affronté les Maple Leafs et c'était Philippe Danault qui avait contré série après série les gros joueurs. Je pense que Pinto peut avoir ce même rôle-là que Philippe Danault avait eu. Oui, j'avais pas la comparaison. Fait que moi, je pense que ce trio-là, en plus de produire offensivement parce qu'ils l'ont fait dans les dernières games, peuvent avoir une très grosse instance sur le collectif de la game. 100%. J'allais dire si c'est une bonne réponse, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner. JP, c'est ce trio-là, effectivement. Puis si tu le disais pas, moi j'allais dire j'ai-tu le droit de choisir une ligne plus qu'un joueur, parce que ça va être vraiment eux autres. Mais si je dois choisir un joueur qui moi je veux le voir 28, 29, 30 minutes par match, donne tout. Jake Sanderson, s'il est sur la glace la moitié du temps, les Maple Leafs de Toronto ne pourront pas faire ce qu'ils veulent, malheureusement. Tu penses que Travis Green va jouer Sanderson comme DJ Smith jouait à Chabot? T'as pas le choix. T'es en série, c'est ton meilleur défenseur, il contrôle le match, il est capable de contrôler le powerplay, il est capable de jouer des avantages numériques, il est capable de 22 ans, fais-les patiner. Il est capable de patiner, il a du souffle. Il patine, c'est comme si de rien n'était. C'est comme tellement naturel. Puis j'écoutais le podcast Coming in Hot, puis Jason York qui parlait justement de Jeff Sanderson. Puis comment, je pense que c'était Jody Shelley qui avait été invité sur le podcast. Puis Shelley, il parlait comment, en pratique, ça tentait à personne. Puis tout d'un coup, on se lève la tête, puis qu'il y a comme un courant de vent. C'est Jeff Sanderson. Tu sais, il s'en allait boire de l'eau. Il arrivait de l'eau. Puis Jake Sanderson, c'est un peu ça aussi qu'il est. Fait que pour moi, il est capable de... s'il joue pas bien, on n'a aucune chance. S'il est capable de shut down et de produire aussi, Ottawa en 5 ou en 6. J'aime le côté troisième ligne aussi parce que tu peux pas aller loin en série si c'était pas une bonne troisième ligne. Aujourd'hui, ça passe par là. Puis je suis allé rechercher un peu les dernières équipes qui ont gagné la Coupe. Ça ressemblait à quoi, les troisième lignes, tu sais? Floride avec, c'était quoi, Lusterrainen, Lundell, Reinhardt, tu sais? C'est pas des piétilleries, là. Tampa Bay, dans le temps, tu sais, Gourde, Goodrow, Coleman. Je suis remonté même jusqu'à Vegas.
T'avais William Karlsson, Riley Smith et Michael Amadio! Qui fait un retour sur la troisième ligne à Ottawa. Puis c'était un bon mélange, je pense, des trois joueurs. T'as Amadio qui amène l'expérience, t'as le grand bâton, t'as Greg qui est le fatigant, qui est le tannant, qui va aller dans le coin, puis t'as Pinto qui, lui, est capable de jouer défensif. Et quand il est le joueur intelligent, ça sait quand est-ce c'est le temps de pincher, puis pas le faire. Ça va être de toute beauté de les voir aller. J'ai une question pour vous, messieurs, parce que quand je regarde l'alignement des Sénateurs pour le match numéro 1 des séries éliminatoires, bon, oui, je deviens émotif, mais 2, qui du côté des Maple Leafs de Toronto est capable de en anglais on dit butt heads avec Brady Tkachuk, David Perron, Ridley Gregg, Claude Giroux, qui est capable de ça a l'air que Nyes est tête. aussi bon que Brady. Là. Il a les mêmes stats, là, puis il est aussi bon que lui. Là. Ben, pas en termes de statistiques, mais en termes de, je sais. de troubles ben oui, faits. Je sais. Oui. Ouais. Qui? Ils ont qui? Comment c'est qui le facteur intimidation Domi? du côté des Maple Leafs de Toronto? Domi, c'est ça. Chance, qui est fatigant. Mais c'est le seul qui est baveux puis qui s'essaye, mais il back rien. Là, t'as Scott Lawton qui ont acquis à la demi-transaction, qui est comme une petite peste. De là à dire que... Ben, j'ai Nick Cousins aussi. On a Nick Cousins. Je veux dire, on dirait que sur chaque trio, t'as quelqu'un qui est capable d'aller déranger les Maple Leafs de Toronto. Puis en séries éliminatoires, tout se joue tellement dans le mental. Puis Nick Cousins, il y a 2-3 ans, il avait montré quand il était avec les Panthers d'aller juste gosser quelqu'un, chercher son bâton. T'sais. J'ai l'impression que cet aspect-là mental, même si les Leafs ont plus d'expérience, j'ai l'impression qu'on a un cran au-dessus des Leafs par rapport à cet aspect-là qui est comme plus mental des playoffs. Dans le fond, moi, la chose que j'ai remarqué par contre, contrairement à l'année passée du côté des Maple Leafs de Toronto, c'est que ce sont excessivement grossis à la défensive. C'est des gros défenseurs. Christopher Tanev, Philip Myers, Brendan Carlo qu'on a acquis à la demi-transaction. On a Simon Benoit aussi. Bon, on a toujours Morgan Riley. On a Oliver Larsson. Puis on a Jake McCabe aussi. Fait qu'ils ont 8 défenseurs calibre NHL. Chose qu'il n'y avait pas l'année passée. En termes de profondeur, en termes de grosseur. C'est ma crainte un peu, c'est que ça va être difficile d'accéder au filet du côté des Maple Leafs. Par contre, si il faut jouer sur un aspect de la game, il va falloir patiner ces défenseurs-là, puis aller dans leur visage si les Sénateurs vont avoir une chance de battre leur mobilité puis leur grosseur. Puis si on regarde la troisième ligne à Toronto, c'est Bobby McCann, Pontus Holmberg puis Nicholas Robertson. Ça fait-tu peur à quelqu'un, ça? Non, parle troisième ligne pour troisième ligne. Qui a choisi Robertson dans son pool, mais... J'aime ça quand on rit de quelqu'un du pool. Pascal! Ça fait différent. Je fais une transition rapide, là. Je fais une transition rapide sur le pool, là. Ouais, parce qu'on a quasiment fini, là. Probablement le classement ne changera plus, là. Puis on va pouvoir rire de fort parce que j'ai analysé ça dernièrement. Et malgré tout, malgré ta saison très ordinaire et que tu as péri dans la cave tout au long de la saison, tu auras fini à seulement plus ou moins 15 points de JP Fogg. C'est bon, ça? Ben, c'est bon. T'as tout fait tout remonter. Si j'y vais mois par mois, là... Si j'y vais mois par mois... Ben, c'est le début qui m'a tué. Ouais, c'est le début qui t'a tué. Si j'y vais mois par mois, c'est parce que t'as le meilleur mois de mars. OK. Le Canadien a été un facteur dans tout ça aussi, là. Ben, le Canadien est un facteur. Tampa Bay a été un facteur aussi. Ouais. Ce qui m'a tué, je pense qu'il m'a fait le plus mal. Deux choses qui m'ont fait mal. C'est Saros avec puis Matthews au début de l'année. S'il y avait eu 60 buts comme l'année passée, probablement que je les livre là mes 15 points qui me manquaient. Là. Bon, c'est le segment pour le... mais fait qu'officiellement... Ouais, officiellement, ben là, il reste une journée dans la nationale, mais je pense pas que ça fasse changement. Ça va être Stu qui va gagner. Moi, deuxième, malgré ma punition. Forg, troisième, et toi, Pascal, qui fait moi la marche. OK. Fait que là, Stu, il a dû s'absenter quelques minutes, c'est parfait. Il n'y aura pas besoin de nous célébrer d'en face. Puis on avait pensé faire une punition ou faire une récompense. Puis finalement, en tout cas, gars, on a essayé ça, faire un pool. L'année prochaine, ce qu'on pourra peut-être essayer de faire, c'est peut-être faire un pool, la brigade, puis amener du monde avec nous autres. On va essayer toutes sortes d'affaires pour essayer de se créer une communauté un peu plus où est-ce qu'on peut échanger, où est-ce qu'on peut parler. Évidemment, les groupes Facebook, ça semble être la place, la
façon. Par contre, il y a toujours un peu de gestion avec ça. Ça prend quelqu'un qui a le temps de faire de la modération un peu puis de regarder ça. Donc, on regarde ça. Si vous avez des idées, si vous avez des façons qu'on pourrait se jaser ensemble puis que ça reste... Tu sais, on veut pas avoir besoin de gérer une garderie, si on veut, tu sais. Puis juste, tu sais, on veut pas que ça devienne juste une place pour aller se défouler puis juste pour chialer. Puis, écoute, je pense qu'on n'a pas le choix de parler de l'entrevue avec Thomas Chabot, où est-ce que, quand il a appris qu'il faisait les séries, dans la chambre, je pense qu'il y avait un peu le même soulagement. Tu sais, je disais dans le dernier épisode que quand on a clinché, j'étais pas comme fou comme de la merde, j'étais pas en train de sauter partout, j'ai comme plus eu un sentiment de... enfin, un soupir de soulagement. Je pense que Thomas Chabot a un peu ce genre de soulagement-là. 509 matchs avec l'équipe. 509 Il y a eu 43 défenseurs qui ont passé dans l'équipe depuis qu'il a signé avec les Sénateurs. Il a joué avec Nikita Zaitsev à n'en plus finir. Des 28, 29, 30 minutes, alors que l'équipe allait nulle part. C'est drôle, hein? Cette année, il n'est pas blessé à la fin de l'année. Il est en santé. Bizarre, hein? Godon. Ouais. Je pense qu'il avait répondu aux journalistes, il avait dit oui. Been through some shit. ça résume très bien. C'est pas peu dire, effectivement. Mais je pense que si le joueur pour lequel je suis le plus content, là, je pense que c'est lui. Je pense que c'est Thomas Chabot. C'est même pas proche à quel point. Ben oui. Puis, non seulement il faisait tout ça, là, mais il faisait tout ça en se faisant critiquer. Puis en se faisant, tu sais, je disais à Julian, ça prend toujours un whipping boy à Ottawa, ça prend toujours un mouton noir à défense. Ça a été lui un bout de temps, là. T'imagines-toi être le gars que le monde chiale quand c'est toi qui portes l'équipe sur tes épaules 30 minutes par match, soir après soir. Je veux pas faire pleurer personne, là. Il gagne très bien sa vie, puis un bon salaire, puis il joue au hockey dans la vie. C'est pas tu sais, parce que souvent le monde nous revient, il faut pas... C'est vrai. Mais quand même. Rentrez travailler tous les soirs, puis vous rentrez travailler au bureau tous les jours, faites des heures supplémentaires, puis tout le monde, quand vous arrivez à la maison, vous dites que vous avez fait une job de merde. C'est de pourri, c'est rare. T'as beau gagner 1 million, c'est ordinaire. C'est légèrement ordinaire. Mais ça prouve juste que Thomas Chabot n'est pas un général dans une organisation. Pour lui, pour sa game, pour son mental, je pense qu'il est très bien dans la position qu'il est actuellement, puis on l'a vu cette saison. Il est redevenu, le Thomas Chabot, des belles années. Oui. Ah oui, puis combien de points dans ses derniers matchs? Là? Je pense qu'il doit avoir une dizaine de points dans ses C'est le meilleur défenseur matchs, depuis le 25 mars en termes de points. Oui. Alors, impressionnant. Là, les boys, on n'a pas le choix de finir cet épisode-là en faisant nos prédictions. Oui. Puis j'aimerais ça qu'on s'amuse, mais pour l'entièreté des séries, si ça vous tente. De façon rapide. OK. Tu veux qu'on fasse nos NHL brackets? Ben, pas le bracket, mais juste la première ronde au moins. Pour la première ronde. Pour la première ronde. Dans le match-up. Bon, si je commence dans l'Est, là. Bon, là, tout est pour dire que ça sera Montréal qui sera en série, là, mène 3-1 avec 8 minutes à jouer. Vont jouer contre Washington. Je pense que Montréal peuvent jouer les troubles-fêtes comme en 2010. Mais je vais quand même mettre Washington en 6. Moi aussi, je suis d'accord. Pour mon bien personnel. Montréal en 5. Bon, Montréal en 5. Washington en 6 aussi. Parfait. Si on s'en va dans la bataille, il y avait la bataille de l'Ontario, puis là, il y a maintenant la bataille de la Floride encore. Tampa Bay, Floride. Moi, cette année, je mets Tampa en 6. Ouais, moi aussi, j'ai tendance à mettre Tampa. Tampa en 6, parfait. Mais Tampa j'ai toujours de la misère. Je critique le monde qui met des prédictions en 7. Parce que je me dis, mettre une prédiction en 7, c'est comme faire tellement de prédictions. Ouais. Tu dis 50-50, mais tu dis plusieurs fois 55. En tout cas, je trouve que c'est quasiment impossible de prédire. Un, que ça se rende en 7, puis 2, de décider l'équipe qui va gagner. Je trouve que c'est... En tout cas, faudrait que je demande à Louis Boulay c'est quoi les chances de réussir une prédiction en 7. Je suis sûr que c'est astronomiquement différent les probabilités. En tout cas, je geekerai out avec à un moment donné. Fait que je vais le faire. Gars. Moi, je suis un homme de toutes les contradictions. Je vais y aller avec cette contradiction-là. Tampa Bay en 7. Tampa Bay en 7. Parfait. On y va avec la dernière série dans l'Est. Caroline, New Jersey. Il y a toujours une série qu'on fait. Tampa New Jersey, là. New Jersey, ils n'ont même pas d'affaire d'un playoff cette année. Non, honnêtement, moi, ils n'ont même pas 90 points. La Caroline Non. Moi, c'est la Caroline en 4, honnêtement. Je vois pas comment les Devils sont capables d'aller chercher un match. Je sais que Dougie Hamilton est revenu au jeu, mais la Caroline est trop complète. Pour moi, ce soir, alors qu'on enregistre contre Montréal, je pense qu'il leur manque 7 réguliers.
dans l'alignement. Une affaire comme ça. Donc, non. Non, Caroline. Caroline. Parce que Caroline, ils ont des démons en série à battre, là, je vais les mettre en 5. Moi aussi, je donne une game au moins à Ouais. New Jersey. On va dans l'Ouest, et là, c'est intéressant dans Ouais. l'Ouest. Parce que, oui, il y a Winnipeg. Winnipeg a aussi son lot de insuccès en série éliminatoire. Mhm. Ils Ouais. vont affronter les Blues de Saint-Louis qui sont dans Caroline. C'est l'équipe la meilleure équipe momentum depuis incroyable. quoi? Ouais. 4 mois? Ouais. C'est comme... Ils vont-tu refaire le coup? C'est pas. Ça m'embête bien gros. ben, Ah, moi, une équipe qui arrive Trop avec hot. le momentum ouais, comme ça. Là. moi, je la donne à Saint-Louis, puis je la donne en 6. Ils sont imbattables. Ils sont imbattables. Ben, tout passe par Connor Hellebuck. Si Connor Hellebuck connaît des séries ordinaires comme il le fait habituellement, ben, moi, je vais dire Saint-Louis en 7. OK. Saint-Louis en... Winnipeg m'a assez fait chier quand ils n'ont pas été capables de battre Montréal, fait que je vais le mettre en 5. En 5. Je pense que si Winnipeg avait un meilleur historique en séries éliminatoires, ce serait beaucoup plus difficile, mais Ouais. étant donné qu'ils choquent tout le temps, on a comme pas le choix de... Puis là, il arrive contre Fait une que là- équipe hot. Ouais, c'est ça. Fait que là, Pascal, tu donnes une seule victoire aux Jazz de Winnipeg en série Ouais. éliminatoire. Ouais, Wow, ils vont comme... Ouais, ils vont... Aïe, aïe. Prochaine, Vegas contre Minnesota. Ben, Je suis pas c'est capable de quoi? prendre pour Vegas. Je... Gustafsson, Fleury... Moi, je vais dire Vegas en 6. Je l'avais envie de dire Vegas en 5, fait que je vais dire en 6 aussi pour Ah, pas être trop exagéré, mais ça sera pas une longue série, d'après moi. T'as Mickey Vegas? Ouais, Mhm. Vegas. Je vais mettre Minnesota. Ah, Je vais mettre Minnesota en 6. Los Angeles, Edmonton pour une 4e Pas de bon saison sens. consécutive. Pas de bon sens. ah non, ça n'a pas rapport. Edmonton qui ont eu le dessus dans les 3 dernières années. Ouais. Ouais. Ouais, moi, je mets LA. Ah, 100%. Je Edmonton? mets LA cette année. Ouais. LA. Ah oui, oui. Ah ben, Allez. Los LA, Angeles. cette Ouais, ouais, année? ouais. Ouais, moi aussi, je vais y aller. Ils sont rendus en finale. Edmonton, tu penserais qu'ils savent Hmm. comment gagner à cette heure. Non. Au contraire, Mhm. j'ai l'impression que... Et ils n'auront pas Sont Mathias usés. Ekholm non plus à défense. Mhm. Non. Mhm. Ça peut leur faire très mal. Moi aussi, je vais Ok. dire Los Angeles en... On n'est pas doux avec les équipes canadiennes. Los Angeles en 7. Ouais. À part Montréal. Si- Quoi que juste moi qui les ai mis gagnants. Hein? Ouais. OK. Mais là, moi, j'attends la dernière parce que Ouais, c'est ouais. celle-là ça va être la meilleure, celle-là. Ouais. Et la dernière, Dallas, Colorado, qui est, pour moi, pourrait être la finale de la conférence. Ça aurait Ah, dû. ça En aurait tout cas, dû. sur papier. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, je vais faire chier Pascal, là, mais ça va être en 7, mais je sais pas qui. Je sais pas. Flip a coin. J'en ai aucune idée. C'est deux équipes qui n'ont comme pas vraiment de faiblesse. C'est l'ironie aussi, hein, de voir Mikko Rantanen finalement finir à Dallas. Puis, Ouais, mais, jouer contre son équipe, ouais. Qui goal à Colorado? Blackwood, Ouais, c'est vrai, c'est les deux Wood. Puis qui goal à... Oettinger. Jake Ottinger. OK, je vais... Parce qu'il faut trouver un edge à quelque part, là, je vais le donner à Dallas. OK. Moi, j'y vais avec... Ils ont le meilleur gardien. Ouais. Ouais, ils ont meilleur. Moi, j'y vais avec Colorado en 6. Et si je propulse encore plus loin ma réflexion, je pense que Colorado vont se rendre jusqu'au bout de cette année. Transporté par le retour au jeu de Gabriel Landeskog. Effectivement, ça c'est pas à sous-estimer. Effectivement. Mais là, j'ai pas entendu vos prédictions pour les sénateurs. Ben là, j'attendais à la fin. On est rendu là. Ok. là. On close, ok, excusez-moi. c'est ça, on close les prédictions avec la série qu'on attend tous, la bataille de l'Ontario. Julian McKenzie a dit sénateur Ouais, j'aille pas ça, sa prédiction. en 7. Vous allez l'entendre tantôt, là. Vous autres, messieurs? Bon, je vais avec Ottawa. Pas le choix. Les sénateurs n'ont jamais gagné un match numéro 7, fait que je veux pas que ça se rende en 7. Je vais mettre Ottawa en 6. Ottawa en 6. Ouais. Honnêtement, puis je sais que je vous ai dit le début, mais je dis ça de manière objective. On va dire quoi? Puis là, je vais dire de quoi, puis je veux pas entendre de ah, mais je pense. Je vois cette série-là se rendre maximum en 6 matchs. OK. J'ai l'impression que si on dépasse 6 matchs, mais on se rend en match numéro 7, les Maple À Leafs auront Toronto. beaucoup plus d'expérience que les Sénateurs, fait que je voudrais pas que ça se rende plus loin. Mhm. Mais j'ai l'impression que les Sénateurs vont vraiment surprendre en série cette année. Je pense qu'ils sont capables de faire mal. Je trouve qu'ils ont une équipe bâtie pour les playoffs. Et je ne serais pas surpris de voir Ottawa sortir
Toronto, pardonnez-moi, de voir Ottawa sortir Toronto en 5. Oh, tabarouette. OK. Ça serait fourré. Ça veut dire qu'on gagne chez nous. On gagnerait la première à Toronto. On gagnerait à Toronto. C'est ça, on finirait la série à Toronto. Ça serait malade. On gagnerait la première et la dernière à Toronto, puis les deux à maison. Imaginez. Je pense que Toronto serait capable de gagner la deuxième à maison, mais je veux pas que ça s'éloigne trop, parce que si on commence à aller plus loin, là, j'ai peur de l'expérience des Leafs. OK. Fortin? Moi, c'est tout dépend. Les 2 premières games à Toronto. Si on part de Toronto 0-2, ça présage rien de bon pour la suite. Si on réussit à gagner juste un match, juste le premier match en plus, juste faire, on sème quelque chose. Ouais. C'est ça. Je pense que ça va aller jusqu'au bout en 7. OK. 7 Ottawa. Good. Chose est sûre, c'est qu'on met tout. Mais là, on a de l'air à des fafans là, qui nous disent on vote pour nous autres. Voyons donc. On a le droit. C'est à ça que ça sert. On a le droit. On est des fans. Peut-être pas des fans, mais on est des fans. On peut dire ce qu'on veut. Ah oui. C'est nous autres, ce podcast-là. Maudit. Laissez-nous savoir, le monde, si vous voulez nous écrire comment vous voyez ça, cette série-là. Quel genre de prédiction vous voyez, comment vous voyez que ça va se dessiner, qui vous avez hâte de voir, puis en combien de matchs. Allez-vous être là? Pour l'instant, j'ai juste réussi à sécuriser des billets pour le 3e match qui va avoir lieu à Ottawa, donc le 6e match pour l'instant. Moi, j'ai eu une espèce d'accès un peu privilégié parce que j'ai un sénateur sur demande, un package, puis écoute, juste pour parler de l'expérience, là, de pouvoir acheter des billets. On a reçu le courriel, cliquez sur le lien. Ça m'a mis dans une file d'attente j'étais le 2800e dans la file d'attente. Fait qu'une heure et demie plus tard, ça s'est mis à baisser. Là, j'ai eu accès à aller voir les 3 matchs qui étaient ouverts, puis qui est maximum 3 matchs à Ottawa. Il y a juste le 3e match que j'ai réussi à trouver dans des sections où il y avait 2 billets, 1 billet, puis là, je n'ai trouvé 3 à une place. Pouf, il a fallu que je saute dessus. 330 $. C'est le plus cher que j'aurais jamais payé pour des billets des sénateurs. Puis je suis déjà allé dans le sang, puis tu sais, fait que c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'il va y avoir presque juste des partisans des sénateurs, parce qu'en premier, ils ont donné accès à ceux qui ont des billets de saison. Pas grand fan des Leafs qui ont des billets de saison à Ottawa, malgré qu'il y a des compagnies, puis il y a des, tu sais, fait qu'on ne sera pas capable d'éliminer complètement les chandails bleus, mais ce ne sera pas comme en saison. Bonne nouvelle. Parce que s'il reste juste ça avant l'ouverture au public en général, il va rester quoi pour le public général? Pas grand-chose, parce que je pense que même Michael Andlauer a dit, ou je ne sais pas si Andlauer ou Cyril Leader, qui a dit qu'il y avait, je pense, 12 000, 13 000 billets. Il s'attendait qu'il y ait à peu près 2 000 billets max à vendre un coup qu'il allait ouvrir. Puis de ce que j'ai vu aujourd'hui, ce sera peut-être même pas ça. Donc, si vous êtes au match, si vous êtes là-bas, écrivez-nous, taguez-nous, envoyez-nous des photos. On veut vous voir. Hashtag, c'est Boots on the Ground qu'ils disent en anglais, en français, je sais pas, les bottes sur le plancher des vaches. Je sais pas, quel hashtag qu'on peut partir. En tout cas. Tu sais quoi, on pourrait dire hashtag sabot à terre. Sabot à terre? Ouais. OK. Laisse faire. Je suis comme pas sûr. Le manque d'engouement m'a découragé instantanément. Donc, c'était notre dernier épisode officiel, juste pour vous le rappeler, les boys, une 4e saison de fête, de compléter, et pas comploter, mais compléter. Et on est en série pour la première fois, pour de nombreuses années. Et là, on ne vous dit pas, il y a toujours l'année prochaine, on vous dit à la semaine prochaine pour finir la saison. Donc, quel revirement de situation. On va vous laisser avec notre entrevue avec Julian McKenzie, qui est venu nous voir pour une 2e fois. Tellement sympathique, tellement le fun d'avoir quelqu'un comme ça avec qui qu'on peut jaser, qui a un accès privilégié avec l'équipe, qui est avec eux jour après jour, qui parle français, qui peut venir nous jaser. Incroyable. On est chanceux, sérieux. Puis Julian nous parlait on parlait juste avant parce que Philippe se promène un peu, là, mon garçon, sur la galerie de presse, puis tout ça, puis il disait à quel point,
tout le monde avec du côté francophone, les Zachary Mercier, Jonathan Jobin, même les Nicolas Saint-Pierre, tout le côté francophone des journalistes, c'est une belle crowd, c'est une belle gang, puis les Canadiens, c'est confirmé, les Canadiens vont être officiellement en série, c'est maintenant 4-2, but dans un filet désert, donc c'est fait. J'haïs pas ça. On va célébrer nos sénateurs, puis on va détester le Canadien encore pendant au moins 2 semaines. Qui peut être content? Moi, je vais détester le Canadien jusqu'à mon dernier souffle. C'est ça. Ça arrive-tu des fois que tu mets ton cadran vers 2h30 du matin, tu te réveilles, t'es zaï 15-20 minutes, puis tu te recouches? Moi, je fais ça des fois. Je vais te le dire. Moi, c'est pire que ça. Ouais? Moi, chaque matin, je me réveille, j'ouvre les yeux, puis je me dis, si j'ai zaï. Je me retourne de bord. Mais ça, c'est trop tard. T'as passé toute une nuit sans les haïr. Moi, je te dis, mets ton cadran vers 2h30. Okay. Là, ça va sonner. Il faut que tu te réveilles comme il faut parce qu'il ne faut pas que tu te rendormes. Il y en a qui font de la méditation. Il y en a qui font de la... Non. Moi, c'est pire que vous autres. C'est genre, je vois le score, ils ont gagné. On entend parler des autres aux nouvelles le soir même. Je me réveille le matin en crise parce qu'ils ont gagné. Je rouvre la radio, ils en parlent encore. J'arrive à l'école, on en parle. J'ai une conversation avec les gars de hockey, ils en parlent, puis ils triplent leur vie parce que le Canadien va être en série. Fait que je suis entouré de cette équipe-là, et c'est ça. Je sais même pas comment finir ça. On n'est pas habitué. On finit, on savait qu'on avait de la pratique pour les années d'avant. Je ne sais même pas comment finir ça. Autre que, écoute, est-ce qu'on a un mot de la fin, mais un mot de la fin pour la saison au complet? Moi, j'avais un mot de la fin pour le début des séries, mais effectivement. Non, mot de la fin pour clore saison numéro 4, officiellement. La saison Chris Phillips. D'abord, enfin, je pense que... Enfin, c'est... Ça a été un succès. Enfin. Enfin. Je pense que c'est ça. On a tout eu un soulagement. Donc, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. C'est ce qui complète cette saison de La Brigade. Si vous avez aimé ça, parlez-en à quelqu'un. On vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes et ne rien manquer. Et aussi labrigadepodcast.ca/merci si ça vous tente de redonner. Vous avez aimé ce que vous avez entendu. On vous a fait rire, on vous a fait réfléchir, on vous a diverti, on vous a même fait pleurer. Des fois, on était rough, on était tough, on était un peu déprimé. N'hésitez pas, labrigadepodcast.ca/. Merci si vous voulez redonner. Et là-dessus, on ne vous dit pas pour l'instant à l'année prochaine, on vous dit à la semaine prochaine. Ça commence dimanche, peut-être même à cette semaine. Donc, on se dit à bientôt. Oui. À bientôt, les amis. Donc, segment invité dans cet épisode, dans notre dernier épisode officiel de la saison. Il est venu nous voir au début de l'année. C'était pas le premier épisode, mais c'était un des premiers épisodes, certainement. C'était au début novembre. On se posait des questions sur comment la saison allait aller. Il était fraîchement arrivé à Ottawa dans le déménagement. Donc là, on pensait que c'était peut-être une bonne idée à la fin de la saison de le recevoir encore. Julian McKenzie est avec nous aujourd'hui. Julian, considère-toi bienvenue dans la brigade. Hey, merci de m'avoir, les gars. Julian, je ne sais pas trop comment te dire ça. Nous, à Ottawa, Gatineau, Ottawa, fans des sénateurs, on est habitués de souffrir. On est habitués d'avoir de la misère, de la peine, de la colère pendant des années avant de connaître un petit peu de succès puis de goûter au succès. Toi, t'arrives, première saison avec l'équipe. L'équipe fait les playoffs, vogue la galère, tout va bien. Donc, on ne sait pas s'il faut te remercier ou t'envoyer promener. On est un peu entre les deux. Est-ce que tu es notre porte-bonheur? Je veux pas l'honneur parce que si les sénateurs sont plates la saison prochaine, tout le monde va me regarder on va te blâmer, on va me demander de promener à Montréal encore, peut-être. Alors non. Ah oui. Mais, OK, mais tant mieux. Je pense qu'au contraire, t'as brisé le fameux cycle, puis on t'en remercie officiellement. C'était le temps que t'arrives, puis que ça arrête de niaiser. Comment t'as trouvé ta première année? Quand on s'est parlé au début, c'était quand même assez nouveau, assez récent. T'avais couvert dans l'Ouest un peu plus. Là, t'as appris à découvrir la région d'Ottawa, t'as trouvé un appartement, t'as trouvé tout ça. T'as connu un peu de misère, là, OK? On va te le donner. Octobre, novembre, c'était pas facile. Donc, t'as eu un microcosme là, de qu'est-ce qu'on vit, nous, à Ottawa, depuis longtemps. Fait que comment ça s'est passé un peu ton adaptation à Ottawa? Je pense que mon adaptation s'est passée assez bien. Quand tu parles de misère, il y en avait un moment en novembre quand l'équipe s'est perdue à 5 matchs consécutifs.
il y en avait une partie de moi qui disait que, hey, you know what, c'est novembre, il y a du temps pour l'équipe à se regrouper. Mais il y avait comme un petit parti de moi qui se disait comme, oh boy, Here we go again. est-ce que c'est la meilleure décision de partir de Calgary pendant que les Flames avaient une grosse chance à se rendre aux séries à ce temps-là? Mais je pensais avec cette équipe-là, et comme c'est une chose pour moi de le penser, mais attendez un peu avec moi parce que je vais le connecter avec l'équipe. Mais novembre, c'est plus tôt dans l'année, il y a du temps pour l'équipe pour jouer plus de matchs et être un peu plus meilleur comparé à leur commencement. Et d'être un gars nouveau avec un nouveau perspective comparé à les fans, j'avais pas comme vous pouvez m'excuser l'anglicisme, le même scar tissue. C'est quand même étrange de dire comme scar tissue comme journaliste qui est supposé d'être neutre avec le tout, mais je comprends avec de tous les fans se parlent avec leur équipe. Et quand tu regardes la situation dans les yeux de Travis Green et de Steve Staios, deux gars qui, leur temps avec l'équipe était vraiment limité. Ils ne savaient rien de les mois de novembre qui étaient pourris pour l'équipe durant les dernières années. Des gars comme Linus Ullmark, on sait qu'il avait des blessures au commencement de la saison, puis son start n'était pas assez, n'était pas bonne. On va dire le tout plein, comme c'était pas bonne pour les Sénateurs. Mais ça, c'était un gars qui savait qu'il fallait qu'il jouait un peu plus meilleur. Puis il a trouvé son deuxième gear. Il a trouvé une autre façon de contribuer à l'équipe. Alors, je pense que avoir cette nouvelle perspective et de parler aux joueurs qui étaient là, des Brady Tkachuk, des Tim Stützle, des Drake Batherson, et de leur demander d'y aller à un autre niveau et de ne pas rester dans le même niveau qui se passe au même temps à chaque année avec les Sénateurs. Je pense que ça a vraiment aidé l'organisation à éliminer tous les doutes qui se passaient au commencement de la saison. Effectivement, donc, veux pas, quand on est un journaliste sportif sur le beat, au jour le jour, tu parles aux mêmes personnes tout le temps. Tu parles aux coachs, tu parles aux quelques joueurs qui veulent te parler, puis ce qui va faire que tu vas aimer ou pas ta saison, des fois, c'est le type de relation que tu es capable de bâtir avec eux. Il y a des coachs qui sont super faciles à jaser avec. Moi, je pense à, je sais pas si tu as déjà interviewé Guy Boucher, que tu pose une question générale, ouverte, puis il va parler pendant 8 minutes et demie. Puis tu vas peut-être rêver que tu es le meilleur journaliste du monde. Puis il y a des coachs du style Travis Green qui sont un peu plus difficiles, un peu plus une réponse courte, puis des fois même pas de réponse, puis le joueur il est blessé, mais on sait pas où, on sait pas. Comment est-ce qu'on réussit à s'adapter à ce type d'entraîneur-là spécifiquement? Puis je vais arriver aux joueurs par après. Ouais. Ben, je pense avec Travis, c'est un gars... Pour moi, avec mon expérience avec des autres entraîneurs, t'as raison, il est sur le côté où il parle pas assez trop. Mais je pense, dans les dernières semaines, on le commence à le voir un peu plus relax avec le média. Quand je l'ai parlé dans le mois de décembre à Seattle... il me parlait de ses expériences un peu avec Vancouver quand il était entraîneur avec l'équipe. Et on sait avec le marché qu'il y en a là-bas et l'intensité avec les journalistes et les fans. Et je pensais avec lui, il m'a dit que je pense qu'il voulait avoir plus de son personnalité avec les médias à Ottawa, mais ça juste prenait un peu plus de temps, je pense. Et ça aide son cas que les Sénateurs sont dans les séries, ils gagnent des matchs. Mais bien sûr, quand c'est l'autre côté, quand les Sénateurs n'étaient pas assez bonnes, ça pourrait être un peu plus difficile. Mais pour moi, personnellement, quand je pense avec des autres entraîneurs où j'ai demandé des questions ou même si c'était juste dans la même chambre avec eux, je pense de lui... Ryan Huska à Calgary. J'avais Daryl Sutter. J'ai eu Daryl Sutter. Et ça, c'est là où je vais faire mon comparaison. J'avais Marty St-Louis un peu pour un couple de mois avant de partir à Calgary. Mais Daryl Sutter, c'est un gars qui est vraiment... Ça, c'est un gars qui
quand il voulait parler de ses joueurs, comme si tu lui demandais une question de Drew Doughty ou de Tyler Toffoli, ces gars à Los Angeles, ça, c'est un gars qui pourrait te parler pour un couple de minutes. Si tu le demandais à Daryl Sutter, à qui commence ton gardien de but ce soir, il te regardait et il était comme non, j'ai aucune raison de te parler comme. Il y en avait des moments où il disait comme absolument rien. Je voulais pas faire un petit tangent, mais j'ai Mais c'est histoire, bon. J'ai une histoire de Daryl Sutter qui me fait rire tout le temps. À l'année que j'étais là, on parlait à Michael Backlund, il jouait son 900e match dans sa carrière au temps-là. Puis Michael Backlund nous a dit une histoire où quand il était plus jeune dans sa carrière, il avait le numéro 60 ou 61. Puis il voulait aller au Daryl Sutter et disait comme « Hey, je veux changer mon numéro à un autre numéro, mais s'il vous plaît, donnez-moi pas le numéro 11. Dans toutes circonstances, donnez-lui pas le numéro 11. » Alors, bien sûr, Daryl Sutter le donne numéro 11. Ah, ça se peut pas. Alors, ils nous disent l'histoire, mais après le scrum, c'est fini. On se réalise que on n'a pas réussi à découvrir pourquoi Daryl a donné le numéro. Et un de les trainers dans le vestiaire m'a dit que l'entraîneur Daryl voulait donner Michael le numéro 11 parce que les 2-1 sur son dos, ça allait faire qu'il paraît un peu plus gros contre les autres joueurs. Et voici la deuxième partie de cette histoire. J'ai entendu cette histoire et j'étais comme, ça c'est assez étrange à entendre. Je sors du vestiaire, Daryl Sutter, il est là. Alors je m'en vais à Daryl Sutter, je le demande comme, est-ce que c'est... On essaie de découvrir pourquoi t'as donné Michael Backlund le numéro 11. Je prends un petit step back pour un moment parce que c'est un côté visuel. Alors, je m'excuse à vos écouteurs, à l'audio. On va le décrire. Ouais. Daryl Sutter, je demande la question de Michael Backlund avec le numéro 11. Daryl Sutter me regarde, il prend ses bras, fait comme une motion en haut, en bas, en bas, des vagues. Je regarde comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis, dans ma tête, je pense que tu voulais vraiment le faire qu'il était plus gros. Puis, il me regarde, il dit comme, oui. Alors, quand j'entends des gens aux médias faire des plaintes avec Travis Green, je regarde, je me pense toujours à Daryl Sutter. J'ai dit comme, il y en a des gens à Ottawa qui pourraient jamais faire avec Mr. Daryl Sutter. Et ça, j'ai aucun beef ou shade avec Daryl Sutter. Je connais sa légende, sa carrière. But like... Dis-moi, Travis Green, ça pèle en comparaison avec lui, je pense. Est-ce que tu étais à Calgary, le segment avec Daryl Sutter et Jacob Pelletier? Je pense que c'est sa première game. Puis il y a un journaliste. OK, il y a un journaliste qui a demandé. Salim Valji l'a demandé la question, puis Daryl Sutter l'a fait. Puis je m'en souviens après ça, il y avait une couple de jours où que Daryl Sutter il faisait ses points de presse. Puis, à n'importe quel moment, il essayait de mentionner Jacob Pelletier et d'expliquer pourquoi il a parlé d'une façon qu'il s'est fait. Et je suis encore, à ce jour-là, encore vraiment surpris avec la réaction de tout le monde parce que c'est un gars que, encore, on sait sa légende comme entraîneur, mais c'était juste que quand il disait s'il disait n'importe quoi, c'était juste que Daryl, c'était Daryl being Daryl, right? Ouais, Alors, quand j'ai vu la réaction de tout le monde, pas juste au Calgary, mais dehors de la ville, avec les gens qui sont parlés de Jacob Pelletier, puis j'entends Huberdeau s'est allé au BPM Sport il y a un couple de mois après et parler de la situation. J'étais vraiment, vraiment surpris avec la réaction. Et ça veut pas dire que la réaction n'était pas correcte. Comme un gars comme ça, comme je pensais que Daryl avait besoin de le parler un peu plus différemment. On sait qu'il y avait des raisons pourquoi Jacob Pelletier n'a pas réussi à jouer plus dans son premier match à la Ligue nationale. Mais de dire comme, hey, c'est quoi son nom, like... C'est quoi son nom? C'est quoi son numéro? 20, son numéro, je pense qu'il avait pris la feuille de match, puis il a fait Jacob Pelletier, 8 minutes, un tir au but, puis il a lu tous les statistiques, tout ça, comme c'était vraiment étrange à entendre dans le moment, mais j'étais vraiment surpris qu'il y en aurait des gens
qui voudrait parler de cette situation dehors de Calgary, je veux dire. Puis maintenant, il y a des joueurs qui ont leur style. Il y a des joueurs qui donnent plein. Thomas Chabot est toujours là pour parler. Claude Giroux, on sait qu'il parle un peu moins. Il y a des gars qui ont un style particulier. Linus Ullmark en est un, qui cette année... on a de la misère à savoir si c'est juste sa personnalité ou si des fois il aime ça challenger un peu les journalistes ou tu sais quand je pense que c'est Gord Wilson qui pose la première question, ce qui est jamais vraiment une question, qui fait juste dire bon match ce soir, ça a été comme vous vouliez, c'était super, puis je réponds juste thank you. Mais je réponds juste ça. Puis des fois, il vous challenge aussi, puis j'aime ça parce que tu laisses pas ça passer tout le temps. Tu sais, à un moment donné, il disait, dans le passé, là, les médias n'ont pas été corrects avec les joueurs, puis tout ça, puis tu lui as demandé, ah oui, peux-tu revenir sur ce que tu voulais dire, tu sais, puis il dit, non, ça c'est à vous autres à y penser. C'est quoi la relation avec... est-ce que vous sentez qu'il s'amuse avec vous ou vous sentez que c'est juste que c'est Linus Ullmark, il est comme ça, c'est tout? La réponse à votre question est juste oui. Oui. Je pense que c'est les deux. Je peux seulement parler avec mes propres relations avec Linus. Oui. Je peux pas parler au nom de Gord ou de Bruce ou de Claire. Oui. Mais moi, j'en ai pas de beef avec Linus. Je pense que sa personnalité est vraiment unique. Et dans une ligue où on demande pour des personnalités uniques, des personnalités spéciales, moi, je fais pas trop de plaintes avec Linus et son comportement. Ce que je veux dire avec lui et le fait qu'il pourrait faire des challenges avec le média, moi, je sais, comme journaliste, je veux être le plus meilleur à chaque fois que je rentre dans le vestiaire et je veux parler aux joueurs. J'ai eu la chance de lui parler il y a une couple de jours, puis j'ai fait je pense que j'ai fait des préparations suffisantes et juste essayer de mon mieux de demander des questions et de pas faire des statements et tout ça. C'est un gars, je pense, c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui est... Moi, je pense qu'il est un gars qui est vraiment online et je pense spécifiquement au moment que on lui parlait à Toronto. Puis il a fait l'erreur sur la glace qui après ça, je pense que c'était un but pour Austin Matthews. Puis il a dit If you're a goaltender, turn the goal. Ça, c'est un quote de Steve Dangle que si t'es parti du hockey Twitter, comme tu sais, et aussi comme juste comme son day-to-day, like, c'est comme quand on a des gars dans la ligue qui prennent leur sieste avant des matchs. Ça, c'est un gars, avant des matchs, il va jouer des heures des jeux de vidéo comme le match Dota 2. Ça, c'est son jeu préféré. Je suis pas sûr si c'est... Je suis sûr qu'il s'est déjà parlé du video game, mais ça, c'est un jeu qui s'est pris à jouer pendant la pandémie avec une communauté des autres amis. Je pensais à des autres c'est pas sur Call of Duty, lui, là. Non, il y en a des autres gars dans le vestiaire qui jouent au Call of Duty, la plupart bien sûr. Disent ça, Ouais, mais c'est un gars vraiment unique, mais un gars qui sait que son temps avec les Sénateurs maintenant, c'est spécial quand on considère que les ans passés à Boston, il partageait le but avec Jeremy Swayman. C'est le gars où potentiellement, non, je suis pas potentiellement. C'est la première fois de sa carrière, il entre dans un filet à lui. Oui, un filet à lui dans une série. Et je pense que c'est le tout pour lui. Mais avec ça, puis son personnalité dans le vestiaire, son personnalité avec les photos de lui, avec ses suits, il porte du rose et tout ça. Et c'est un gars que je pense que il est vraiment self-aware. C'est un gars qui connaît sa présence avec les fans et avec l'équipe, mais en même temps, il veut pas être je vais utiliser la phrase... Non, pas distraction. Je vais utiliser la phrase spécifique qu'il m'a dit. Il veut pas être un walking meme. Il veut pas être un meme. Oh, OK. Ouais. Alors, je sais que peut-être si tu entends ma réponse, c'est peut-être un peu plus confus comparé au commencement. non, mais Linus Ullmark, je veux juste dire que c'est un gars qui est unique, mais il est vraiment self-aware avec sa personnalité, avec les gens. Et je veux dire, quand il a fait son commentaire
aux médias et il y en avait des gens qui ont dit que c'était un shot à tout le monde. Ouais. Ce que je comprends, son shot n'était pas directement à nous à Ottawa, c'était aux gens de médias à l'extérieur, qui ont particulièrement les gens qui ont fait les rumeurs de Brady Tkachuk. Ah, ok. Comme c'était pas comme quelque chose que j'ai écrit ou j'ai dit ou Bruce ou Gord. Mais c'était les gens qui parlaient de ses coéquipiers à dehors du vestiaire. Puis est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans l'année que t'as appris à découvrir, pour lesquels tu as un attachement particulier que tu t'attendais pas nécessairement parce que tu connaissais probablement déjà les Claude Giroux pour les avoir couverts, David Perron, les vétérans, mais est-ce qu'il y a parmi les jeunes que tu as dit « Wow, je pensais pas que ce joueur-là avait une personnalité comme ça? » C'est une bonne question. Un Ridley Gregg on voit pas, même peut-être qu'en privé est un peu plus ouvert. Matt Palo. Ouais, un Zou, peut-être Zou. Je pense que je suis encore en train de faire plus de liens avec les gars, mais j'aimais tous mes chats avec un Drake Batherson, par contre. C'est un gars qui, je pense qu'il est... C'est un hockey nerd, hein? C'est un hockey nerd, mais c'est juste un gars qui est vraiment cool, qui parle à tout le monde. Quand on se rend au vestiaire après chaque pratique, il est là à presque tous les temps. Alors j'aimais parler à lui. Tim Stützle, c'est un gars qui a beaucoup de focus, particulièrement à Game Day, mais je pense qu'on est au moins sympathique. Brady Tkachuk, lui, un gars avec le stardom qu'il a, comme je pense que c'est vraiment cool, même si c'est à une distance, de le voir jouer sur la glace, bien sûr, mais de voir plus en plus de gens le regarder comme un facteur. Et son présence médiatique quand il parle à nous, quand il se rend au podcast ou des différentes émissions à Amazon, ou je pense qu'il avait des podcasts avec Barstool en février. Comme c'est un gars au temps où le jeu de hockey commence un peu à avoir des nouveaux fans grâce aux 4 nations. Puis Brady et Matthew Tkachuk sont une grosse raison pourquoi ils ont réussi à prendre le jeu à des autres personnes, particulièrement aux États-Unis, où il y en a des gens qui fassent pas trop d'attention au jeu. C'est vraiment intéressant de le voir. Thomas Chabot, j'aime lui parler. Comme j'ai pas vraiment quelqu'un dans le vestiaire que j'aime pas parler, peut-être plus un peu Claude Giroux, il est peut-être un peu réservé, mais... Difficile. Ben, je veux pas dire difficile. Il aime pas ça, je pense. Non, c'est que c'est pas quelque chose qu'il enjoy. Il aime pas vraiment faire ce genre d'entrevue-là. Moi, il le fait parce qu'il y a besoin, puis quand il y a besoin. Je pense que peut-être avec Claude, c'est un vétéran qui s'est joué pour toujours. Et... C'est ça. Il y a 3 enfants à la maison. Quand la game est finie, il veut s'en aller chez eux. Et tu veux parler avec nous ici à Ottawa comme, whatever, tu veux te rendre avec tes enfants, je comprends. David Perron, j'aime parler à David Perron. Il y avait un point aux saisons, je lui parlais avec un autre journaliste de LNH.com, Guillaume Lepage. Quand tu m'entends dans les points de presse avec les gars, je parle la plupart en anglais. Puis c'était moi puis Guillaume, on parlait à David Perron, puis Guillaume se commençait à demander des questions en français. Puis je sais pas pourquoi, mais mon cerveau s'est fait le switch. Puis je lui demandais des questions en français. J'étais peur parce que comme je me débrouille pas en français assez. Alors j'étais comme, oh my god, like is David, ce qu'il fait me regarder, c'est comme what the fuck, like c'est un imposteur. Like, il parle en français, mais on s'est rendu bien quand même. Mais David Perron, c'est un vétéran qui s'est vu le tout. C'est un gars qui était quand on entend les histoires de Brady Tkachuk et de Matthew Tkachuk jouer dans le basement dans leur maison de famille à Saint-Louis quand ils étaient jeunes. David Perron était là comme teenager. Il visait comme Keith Tkachuk. Il a vu le tout dans la ligue. Alors c'est vraiment comme un bon point de référence à se rendre, à lui parler des différentes choses qui se passent dans la ligue. Comme je sais que j'ai mentionné beaucoup de gars, mais j'ai pas vraiment de plainte avec les relations que j'ai eues. Je pense qu'il y en a des gars où je suis assez confortable un peu plus que des autres. Mais je pense que l'atmosphère, là,
C'est rendu bien. Puis quand je parle à des autres journalistes dans le vestiaire, l'atmosphère, particulièrement avec les médias, avec les joueurs et les médias, c'est rendu un peu plus meilleur comparé à des années au passé. OK. Ouais, probablement. Parce que je pense que comment on dit ça en anglais? Winning solves everything. Tout va mieux quand l'équipe gagne, veut pas. Là. Mais même au commencement de la saison aussi, quand le tout était nouveau, c'était pas assez dur. Et même quand l'équipe se perdait des matchs, comme je n'avais pas trop de difficultés à parler à des gars, je pense. Je vais aussi mentionner Adam Gaudette aussi. Ça serait un autre gars qui était vraiment cool à parler. Je pense que l'atmosphère dans le vestiaire était assez bien. Donc là, on va shifter rapidement vers ce qui nous attend, finalement, les séries. Battle of Ontario. La bataille de l'Ontario officiellement. As-tu connu un peu la bataille de l'Ontario du début des années 2000? Est-ce que tu suivais ça un peu? À part Travis Green qui est sur le banc puis Daniel Alfredson qui est sur le banc, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui se rappelle de la bataille de l'Ontario ou presque. David Perron probablement puis Claude Giroux. Mais sinon, qu'est-ce que tu t'attends? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu t'attends à cette édition-ci par rapport à ce qui s'est passé dans le passé? Avec la première partie de votre question, je pense j'étais un peu plus familier aux fins, peut-être dans l'année 2004. Quand j'étais agnostique avec mon fandom, regarder des matchs du Canadien puis les Sénateurs. J'aimais Patrick Lalime quand j'étais plus jeune. Je me souviens pas où j'étais pour le 7e match en 2004, mais si les choses étaient un peu différentes, il y a comme un différent univers où je reste un fan des Sénateurs, puis hey, you know what, peut-être ça pourrait être là pour toujours, mais on n'est pas dans cette réalité-là. Non. Mais c'est particulièrement pour cette semaine. Je travaille avec mes collègues à Toronto à faire des histoires sur la bataille. C'est vraiment cool de regarder en arrière et de regarder aux gros moments dans les séries comme Daniel Alfredson contre Darcy Tucker ou même à la saison régulière que Travis Green s'est pointé au banc puis Chris Neal et Darcy Tucker et le tout font des batailles. C'est des matchs intenses, passionnés. Et c'est bon pour le sport. Quand j'ai parlé à Shane Naidi plus tôt cet après-midi, c'est une phrase exactement ce qu'il s'est dit. C'est d'avoir la bataille d'Ontario dans les séries, même dans une nouvelle génération. C'est beau pour le sport. C'est beau pour une nouvelle génération de fans qui ne se souvient plus des matchs à 2004 ou 2003, d'avoir leur propre souvenir avec la bataille. Si tu peux me dire si je suis pas correct, mais à ce point-là, le gros touch point dans la génération de maintenant entre Toronto puis Ottawa, c'est le moment de Ridley Gregg à l'an dernier. Oui. Right? Et je sais avec Ridley, c'est quelque chose. Il a dit que c'est blackout après c'est passé, mais il s'est passé de tout comme. Il essaie de s'avancer à des nouvelles choses. Mais d'entendre... Depuis ce temps-là, il y a le karma qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une chance de faire ça marche pas. C'est fini. Et ça a passé aussi à Toronto aussi, qu'il y avait le match où les Sénateurs essayaient de marquer dans le but des airs, puis Ridley Gregg avait au moins 2 chances. Comme si Toronto s'est marqué et fait l'égalisation comme... le karma vraiment ça aurait été un gros karma moment. Moi Julien, j'ai une question. Tu sais, nous, en tant que fans... Donne-moi toutes les questions. Parfait. En tant que fan, ça fait 8 ans qu'on attend de revenir en série. Pour plusieurs de l'équipe actuelle, ça sera leur première expérience en série éliminatoire. Les Chabot, les Ketchuk, les Sanderson, les Batterson, du coup, les Stutzla, les Ridley Gregg, toute bonne gang. Toute la gang presque. Est-ce que dans le vestiaire, toi qui as accès au vestiaire, comment est l'état d'esprit présentement? Est-ce qu'on sent du côté des joueurs l'effervescence des fans, le hype envers cette série-là, le hype de faire des séries? Tu sais, comment ça se passe dans le vestiaire? Ou on sent un stress peut-être? Ouais. Ben, je pense, on s'est parlé déjà la dernière fois après le match contre Chicago. Et j'ai demandé à des gars comme Tim et Drake, comme, hey,
c'est officiel, tu vas C'est jouer vrai, à là. Toronto. Ouais. J'ai eu la semblance que les gars-là étaient excités, mais je pense que potentiellement Travis Green pourrait être plus excité que les gars-là parce que il s'est déjà joué dans la bataille. Comme entraîneur, avec le succès qui s'est rendu avec son équipe, c'est une chance de voir ces gars avoir une chance de jouer des matchs éliminatoires. Puis quand on regarde des gars comme Brady Tkachuk, même s'il n'est pas dans le vestiaire, comme j'ai eu la chance de lui parler il y a une couple de semaines, comme c'est un gars qui veut vraiment accéder aux séries, vraiment jouer dans des situations comme ça. On a vu dans la 4 Nations, le tournoi au février, il veut l'attention, il veut la chance de jouer dans ces matchs-là. Alors, même pour les gars-là, comme Tkachuk, qui vont jouer dans ces matchs-là pour la première fois, comme je sais pas comment tu peux pas être excité pour ces matchs-là. La chose, avec leur expérience, où on sait qu'ils n'ont pas trop, mais je vais regarder les vieux. Les gars comme David Perron, les gars comme Claude Giroux, Cousins, Amadio. Nick Cousins, Amadio, Linus Ullmark s'est joué dans les séries aussi. J'attends pas que Travis Hamonic se joue, mais il y a un univers où peut-être Travis Green regarde à son troisième père. C'est sûr qu'il va jouer, Julian. Travis Hamonic va jouer. Et il va dire... Merci d'avoir posé la question, d'ailleurs. Donc, merci, tu as posé la question à Travis Green. Je veux dire quelque chose. Je pense que je parle de tout sur ce podcast et potentiellement, c'est parce que je parle en français et peut-être qu'il y en a des fans en anglais qui vont savoir rien de ce que je dis. OK. Mais il faut... Donne-moi comme 2 minutes pour... Donne-moi 2 minutes ici. C'est bon. Je suis vraiment confus avec la réaction de tout le monde avec ma question de Travis Hamonic. Je suis vraiment, vraiment confus. Qu'est-ce que ça veut dire par t'es confus? Parce que j'en avais des messages de gars. Au moins une personne m'a dit « Hey, merci bravo de demander de questions. Je veux t'acheter une bière. » Like, what are we doing here? Like, non. Comme, j'essaie de juste faire ma job. Vraiment, là. Mais je vois comme des autres messages, comme quelqu'un m'a renvoyé un meme relié aux questions de Travis de Travis Hamonic et j'étais un peu embarrassé parce que c'était pas comme un gros question posé à Travis. La réponse n'était pas comme un gros réponse. Non, par contre, watch the tape. Mais c'est ce qu'il a dit. Je suis pas stupide. Comme je connais que Travis Hamonic dans la situation là, comme on n'a pas besoin de le voir au assez de numéros de match dans une condition comme ça. Mais de voir les fans réagissent comme ça, ils disent comme hey wow, like c'est à cause de toi pourquoi Travis Hamonic ne joue plus dans l'alignement. Like, on se calme. Like, je veux juste dire ça avec Travis Hamonic. Encore, je sais que Travis Hamonic, un gars à ce point dans sa carrière, c'est un gars qui est supposé d'être un numéro 7 dans l'équipe. C'est un gars où on n'a pas besoin, à n'importe équipe, à ce point dans sa carrière, de jouer à chaque match. La raison pourquoi il était dans cette raison-là, dans la première paire, la raison pourquoi il y en avait des blessures à l'arrière. Mais je comprends aussi que Travis Hamonic, il y a son expérience, il y en a des connexions avec des joueurs dans le vestiaire, il y a sa connexion avec Travis. Je dis pas que c'est une excuse de jouer tout le temps, mais je comprends pourquoi il y a une valeur à cette équipe. Et je veux juste expliquer les deux côtés. Et comme je remercie tout le monde qui m'a donné du support pendant l'année, qui lisent mes articles, qui me donnent des bons commentaires. Merci Stu en particulier, my guy. But like, les gars, les personnes qui me tweetent ou me donnent des messages ou me donnent des memes et disent comme hey, bravo avec ta question de Travis, c'est grâce à toi qu'il joue pas dans l'alignement. Comme prends un moment, arrête un peu, monsieur. Comme c'est un gars qui, look, c'est un gars avec une famille. Tu peux prendre le crédit, Julian, que c'est le genre de question qui souvent n'était pas posée dans le passé. Donc je pense que c'est ça que les partisans ont reconnu, que normalement personne n'aurait parlé, personne n'aurait posé. Parce que dans les faits, Julian, pour reparler de cette situation-là, je pense pour les mettre le monde en contexte, c'est le match après Buffalo que Travis Hamonic a joué autant, sinon plus, que Jake Sanderson à 5 contre 5. Ouais. Est-ce que c'est en lien avec
le défilement de commentaires sur Twitter que tu as posé cette question-là, ou bien toi-même tu as vu la chose que Travis Hamonic avait plus joué que Sanderson à 5 contre 5 et que tu t'es toi-même posé la question à Travis Green? J'ai vu les commentaires sur Twitter, Okay. et quand j'attendais pour Travis, comme j'ai vu comme assez de gens parler, puis j'étais comme, OK, comme, wow, ça c'est probablement un question avec du valeur à demander. Je n'étais pas exactement sûr comment le poser quand même, et c'est ça pourquoi le question était posé aux façons que je l'ai posé. Mais je pensais que c'était un fair point, comme de voir que Travis Hamonic s'est joué plus dans un match là, puis je pense que Travis Hamonic sur le 3e but aussi, comme sa position n'était pas bonne, et je veux pas dire que c'était grâce à lui que le but s'est posé, mais il était pas... On l'a dit, nous autres, t'as pas besoin. Ouais, comme... Ben, je On pense... l'a fait, mais c'est correct. Ouais, alors j'ai pensé qu'au moment là, quand j'ai vu que c'était vrai, qu'il s'est joué autant là, comme je voulais au moins demander... Comme moi, avec les questions particulièrement... J'utilise le mot particulièrement beaucoup dans cet épisode. Jeez. Mais avec Travis, je veux juste demander des questions qui me permettent à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Je veux pas comme demander des leading questions, mais je voulais au moins donner la chance à Travis à expliquer pourquoi Travis Hamonic jouait C'est ça. aussi tant qu'il jouait. Parce que s'il s'explique, ben, you know, t'as fait ta job. J'ai fait ma job. Ouais. Parce que en perspective, les fans ne détestent pas Travis Hamonic. Je pense qu'il a été mis dans une mauvaise chaise tout au long de l'année. Et il a joué dans des situations qui n'étaient pas à sa place. Mais c'est ça, c'est un rôle de 7e défenseur, 6e à l'occasion, galerie de presse, etc. Ouais. Mais on déteste pas Travis Hamonic. Là. Je suis content que tu dis ça, parce qu'il y en a des gens qui se parlent comme ils détestent le gars. Ouais, mais... Mais Ottawa, c'est ça, Julian, tu vas l'apprendre. Ottawa, ça prend un mouton noir à la défense toutes les années. Ouais. Toujours. Ça a été Cody Ceci. Si on était tous dans la situation de Travis Hamonic, puis Pierre Dorion t'appelle et dit « Hey, j'ai un contrat de 2 ans, puis un no-move clause. » Tout le monde le signe. Right? Tout le monde le signe. Puis au début de l'année, quand tu es venu nous voir, on a parlé longtemps du besoin d'un autre défenseur droitier. Ça n'a pas été fait. Donc, à quelque part, il y a un petit peu de Steve Stéos dans ce qui se passe avec Hamonic. Et je pense que les Sénateurs ont peut-être besoin encore un autre défenseur à ce côté-là à l'off-season. Même si tu as Carter Yakubchuk, même si tu as Nicolas Matampalo qui pourrait jouer. Je pense que c'est un défense jeune. Et j'ai des concerns un peu pour les séries, mais peut-être ça pourrait être pour un autre épisode. Julian, je pense que tu dois nous quitter bientôt. En terminant. Merci vraiment beaucoup d'être venu nous voir. En terminant, la bataille de l'Ontario qui commence bientôt, à quoi tu t'attends? Est-ce que tu t'attends à une série physique, chargée, émotive, serrée, ou les Sénateurs vont juste être contents de s'être rendus puis vont se faire sortir en 4 par la puissance qui est Toronto, ou les Sénateurs ont tenu les Maple Leafs 3 matchs cette année de façon assez convaincante, donc les Maple Leafs vont en avoir pour leur argent. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une prédiction? Moi, j'aimerais ça. Ouais. OK, alors, pour la première partie de votre question, les matchs aux saisons régulières, ça fait rien, on s'en fout de ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, on s'en fout de ça. Si tu regardes dans l'histoire de la bataille de l'Ontario, c'est la même chose aussi. Je pense avec les Sénateurs, j'attends une équipe qui va jouer beaucoup de défense, une équipe défensive. J'attends un Brady Tkachuk qui va jouer avec la puissance, qui va jouer avec beaucoup d'émotion. Peut-être un peu trop. J'attends une bagarre avec quelqu'un, peut-être dans la première ou la deuxième match. Et Linus Ullmark, pour moi, c'est probablement le joueur le plus important pour les Sénateurs dans la série. Parce que on sait que Shane Pinto et sa ligne avec Ridley Gregg, avec Michael Amadio, peut-être ils vont faire leur job. Peut-être ils vont avoir la chance de aller 1-sur-1 contre Austin Matthews. Peut-être Travis Green va penser à Tim Stützle pour ça, mais je pense que ça va être Shane Pinto. Mais si les Sénateurs essaient de jouer bien en défense et Linus Ullmark accorde 2 ou 3 buts dans des matchs contre Toronto, comme on parle d'une série qui va terminer aux 5 matchs.
contre Toronto. Une prédiction pour moi... C'est dur, hein? Toronto est supposé de gagner cette série. Ouais. C'est supposé. Ouais. Disons, comme les joueurs sont là, le coaching est là, l'expérience est là. Comme, je regardais leur saison régulière, comme, les matchs, ça n'avait aucune importance pour le tout, pour tout le monde. Parce qu'on sait, pour cette équipe-là, c'est supposé de trouver des façons à gagner dans les séries éliminatoires. Mais si Ottawa gagne le premier match à Toronto, on throw everything out the window. Ouais. Like, Okay. c'est un série qui va déjà être I don't know how to say put on its head, I don't know, but like, on part d'un différent série entièrement avec ça. Moi, je vais dire... Parce que, tout le long, il dit Toronto, c'est la meilleure équipe, c'est ça. Puis là, je suis comme, OK, fait qu'Ottawa va gagner en combien de matchs, Julian? C'est ça. Ottawa va gagner en 7 matchs. Pour la première fois, ça serait leur 7e match, numéro 7 de leur histoire. 7 chanceux gagner leur premier match numéro 7. J'aime ça. Excellent. On va terminer là-dessus, Julian. Merci beaucoup d'être venu nous voir encore une fois. Bonne continuation dans les séries. On te souhaite que ça se prolonge le plus longtemps possible. D'ici là, merci beaucoup. Merci et bonne série, les gars. Julian. Yes. On va en profiter.